Les éditions Sixtreed présentent Guerre et paix de Léon Tolstoï, interprété par Éric Herson-Macarel. Livre 1. Première partie. Avant Tilsit. 1805-1807. Eh bien, prince, que vous disais-je? Gênes et Luc sont devenus les propriétés de la famille Bonaparte. Aussi, je vous le déclare d'avance, vous cesserez d'être mon ami, mon fidèle esclave, comme vous dites, si vous continuez à nier la guerre, et si vous vous obstinez à défendre plus longtemps les horreurs et les atrocités commises par cet antéchrist, car c'est l'antéchrist en personne, j'en suis sûr. Allons, bonjour, cher prince, je vois que je vous fais peur. Asseyez-vous ici, et causons. Ainsi s'exprimait, en juillet 1805, Anna Pavlovna Scherer, qui était demoiselle d'honneur de Sa Majesté l'impératrice Marie Fiodorovna, et qui faisait même partie de l'entourage intime de Sa Majesté. Ces paroles s'adressaient au prince Basile, personnage grave et officiel, arrivé le premier à sa soirée. Mademoiselle Scherer toussait depuis quelques jours. C'était une grippe, disait-elle. Le mot grippe était alors une expression toute nouvelle et encore peu usitée. Un laquais en livrée rouge, la livrée de la cour, avait colporté le matin dans toute la ville des billets qui disaient invariablement « Si vous n'avez rien de mieux à faire, monsieur le comte ou mon prince, et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraie pas trop, je serais charmé de vous voir chez moi entre 7 et 8. Anna Scherer. » Grand Dieu, quelle virulente sortie, répondit le prince, sans se laisser émouvoir par cette réception. Le prince portait un uniforme de cour brodé d'or, chamarré de décorations, des bas de soie et des souliers à boucles. Sa figure plate souriait aimablement. Il s'exprimait en français, ce français recherché dont nos grands-pères avaient l'habitude jusque dans leurs pensées, et sa voix avait ces inflexions mesurées et protectrices d'un homme de cour influent et vieilli dans ce milieu. Il s'approcha d'Anna Pavlovna, lui baisa la main en inclinant sa tête chauve et parfumée, et s'installa ensuite à son aise sur le sofa. « Avant tout, cher ami, rassurez-moi de grâce sur votre santé, » continua-t-il d'un ton galant, qui laissait pourtant percer la moquerie et même l'indifférence à travers ces phrases d'une politesse banale. « Comment pourrais-je me bien porter quand le moral est malade? Un cœur sensible n'a-t-il pas à souffrir de nos jours? Vous voilà chez moi pour toute la soirée, j'espère. » Non, malheureusement, c'est aujourd'hui mercredi. L'ambassadeur d'Angleterre donne une grande fête et il faut que j'y paraisse. Ma fille viendra me chercher. Je croyais la fête remise à un autre jour, et je vous avouerai même que toutes ces réjouissances et tous ces feux d'artifice commencent à m'ennuyer terriblement. Si l'on avait pu soupçonner votre désir, on aurait certainement remis la réception, répondit le prince machinalement, comme une montre bien réglée et sans le moindre désir d'être pris au sérieux. Ne me taquinez pas, voyons. Et vous qui savez tout, dites-moi ce qu'on a décidé à propos de la dépêche de Novosiltsov. Que vous dirais-je, reprit le prince avec une expression de fatigue et d'ennui. Vous tenez à savoir ce qu'on a décidé? Eh bien, on a décidé que Bonaparte a brûlé ses vaisseaux, et il paraîtrait que nous sommes sur le point d'en faire autant. Le prince Basile parlait toujours avec nonchalance, comme un acteur qui répète un vieux rôle. Mademoiselle Scherer affectait au contraire, malgré ses 40 ans, une vivacité pleine d'entrain. Sa position sociale était de passer pour une femme enthousiaste. Aussi lui arrivait-il parfois de s'exalter à froid, sans en avoir envie, rien que pour ne pas tromper l'attente de ses connaissances. Le sourire à moitié contenu qui se voyait toujours sur sa figure n'était guère en harmonie, il est vrai, avec ses traits fatigués, mais il exprimait la parfaite conscience de ce charmant défaut dont, à l'imitation des enfants gâtés, elle ne pouvait ou ne voulait pas se corriger.
La conversation politique qui s'engagea acheva d'irriter Anna Pavlovna. « Ah, ne me parlez pas de l'Autriche. Il est possible que je n'y comprenne rien, mais à mon avis, l'Autriche n'a jamais voulu et ne veut pas la guerre. Elle nous trahit. C'est la Russie toute seule qui délivrera l'Europe. Notre bienfaiteur a le sentiment de sa haute mission, et il n'y faillira pas. J'y crois, et j'y tiens de toute mon âme. Un grand rôle est réservé à notre empereur bien-aimé, si bon, si généreux. Dieu ne l'abandonnera pas. Il accomplira sa tâche et écrasera l'hydre des révolutions, devenue encore plus hideuse, si c'est possible, sous les traits de ce monstre, de cet assassin. C'est à nous de racheter le sang du juste. À qui se fier, je vous le demande? L'Angleterre a l'esprit trop mercantile pour comprendre l'élévation d'âme de l'empereur Alexandre. Elle a refusé de céder Malte. Elle attend, elle cherche une arrière-pensée derrière nos actes. Qu'ont-ils dit à Novosiltsov? Rien. Non, non, ils ne comprennent pas l'abnégation de notre souverain, qui ne désire rien pour lui-même et ne veut que le bien général. Qu'ont-ils promis? Rien. Et leurs promesses même sont nulles. La Prusse n'a-t-elle pas déclaré Bonaparte invincible et l'Europe impuissante à le combattre? Je ne crois ni à Hardenberg, ni à Auschwitz. Cette fameuse neutralité prussienne n'est qu'un piège. Mais j'ai foi en Dieu et dans la haute destinée de notre cher empereur, le sauveur de l'Europe. Elle s'arrêta tout à coup, en souriant doucement à son propre entraînement. Que n'êtes-vous à la place de notre aimable Wintzingerode? Grâce à votre éloquence, vous auriez emporté d'assaut le consentement du roi de Prusse. Mais me donnerez-vous du thé? À l'instant. À propos, ajouta-t-elle en reprenant son calme, j'attends ce soir 2 hommes fort intéressants. Le vicomte de Mortemart, allié aux Montmorency par les Rohan, une des plus illustres familles de France, un des bons émigrés, un vrai. L'autre, c'est l'abbé Moriot, cet esprit si profond. Vous savez qu'il a été reçu par l'empereur. Ah, je serais charmé. Mais dites-moi, je vous prie, continua le prince avec une nonchalance croissante, comme s'il venait seulement de songer à la question qu'il allait faire, tandis qu'elle était le but principal de sa visite. Dites-moi s'il est vrai que Sa Majesté l'impératrice mère ait désiré la nomination du baron Funk au poste de premier secrétaire à Vienne. Le baron me paraît si nul. Le prince Basile convoitait pour son fils ce même poste, qu'on tâchait de faire obtenir au baron Funk par la protection de l'impératrice Marie Fiodorovna. Anna Pavlovna couvrit presque entièrement ses yeux en abaissant ses paupières. Cela voulait dire que ni elle ni personne ne savait ce qui pouvait convenir ou déplaire à l'impératrice. Le baron Funk a été recommandé à l'impératrice mère par la sœur de Sa Majesté, dit-elle d'un ton triste et sec. En prononçant ces paroles, Anna Pavlovna donna à sa figure l'expression d'un profond et sincère dévouement, avec une teinte de mélancolie. Elle prenait cette expression chaque fois qu'elle prononçait le nom de son auguste protectrice, et son regard se voila de nouveau lorsqu'elle ajouta que Sa Majesté témoignait beaucoup d'estime au baron Funk. Le prince se taisait, avec un air de profonde indifférence, et pourtant Anna Pavlovna, avec son tact et sa finesse de femme et de femme de cour, venait de lui allonger un petit coup de griffe pour s'être permis un jugement téméraire sur une personne recommandée aux bontés de l'impératrice. Mais elle s'empressa aussitôt de le consoler. « Parlons un peu des vôtres. Savez-vous que votre fille fait les délices de la société depuis son apparition dans le monde? On la trouve belle comme le jour. » Le prince fit un salut qui exprimait son respect et sa reconnaissance. « Que de fois n'ai-je pas été frappé de l'injuste répartition du bonheur dans cette vie ?» continua Anna Pavlovna après un instant de silence. Elle se rapprocha du prince avec un aimable sourire pour lui faire comprendre qu'elle abandonnait le terrain de la politique et les causeries de salon pour commencer un entretien intime. Pourquoi, par exemple, le sort vous a-t-il accordé de charmants enfants tels que les vôtres, à l'exception pourtant d'Anatole, votre cadet, que je n'aime pas, ajouta-t-elle avec la décision d'un jugement sans appel et en levant les sourcils. Vous êtes le dernier à les apprécier. Vous ne les méritez donc pas? Et elle sourit de son sourire enthousiaste. Que voulez-vous, dit le prince. Lavater aurait certainement découvert que je n'ai pas la bosse de la paternité. Trêve de plaisanterie, il faut que je vous parle sérieusement. Je suis très mécontente de votre cadet, entre nous soit dit. On a parlé de lui chez Sa Majesté, sa figure à ces mots prit une expression de tristesse, et on vous a plaint.
Le prince ne répondit rien. Elle le regarda en silence et attendit. « Je ne sais plus que faire, » reprit-il avec humeur. « Comme père, j'ai fait ce que j'ai pu pour leur éducation, et tous les deux ont mal tourné. Hippolyte, du moins, est un imbécile paisible, tandis qu'Anatole est un imbécile turbulent. C'est la seule différence qu'il y ait entre eux. » Il sourit cette fois plus naturellement, plus franchement, et quelque chose de grossier et de désagréable se dessina dans les replis de sa bouche ridée. « Les hommes comme vous ne devraient pas avoir d'enfants. Si vous n'étiez pas père, je n'aurais aucun reproche à vous adresser, » lui dit d'un air pensif mademoiselle Scherer. « Je suis votre fidèle esclave, vous le savez. Aussi est-ce à vous seul que je puis me confesser. Mes enfants ne sont pour moi qu'un lourd fardeau, et la croix de mon existence. C'est ainsi que je les accepte. Que faire ?» Et il se tut, en exprimant par un geste sa soumission à la destinée. Anna Pavlovna parut réfléchir. « N'avez-vous jamais songé à marier votre fils prodigue, Anatole ? Les vieilles filles ont, dit-on, la manie de marier les gens. Je ne crois pas avoir cette faiblesse, et pourtant, j'ai une jeune fille en vue pour lui. Une parente à nous, la princesse Bolkonsky, qui est très malheureuse auprès de son père. » Le prince Basile ne dit rien, mais un léger mouvement de tête indiqua la rapidité de ses conclusions, rapidité familière à un homme du monde, et son empressement à enregistrer ces circonstances dans sa mémoire. « Savez-vous bien que cet Anatole me coûte 40 000 roubles par an ?» soupira-t-il en donnant un libre cours à ses tristes pensées. « Que sera-ce dans 5 ans s'il y va de ce train ? Voilà l'avantage d'être père. » « Est-elle riche, votre princesse ? » « Son père est très riche et très avare. Il vit chez lui, à la campagne. C'est ce fameux prince Bolkonsky, auquel on a fait quitter le service du vivant de feu l'empereur et qu'on avait surnommé le roi de Prusse. Il est fort intelligent, mais très original et assez difficile à vivre. La pauvre enfant est malheureuse comme les pierres. Elle n'a qu'un frère, qui a épousé depuis peu Lise Heinen, et qui est aide de camp de Kutuzov. Vous le verrez tout à l'heure. « De grâce, chère Annette, » dit le prince en saisissant tout à coup la main de mademoiselle Scherer, « arrangez-moi cette affaire, et je serai à tout jamais le plus fidèle de vos esclaves, comme l'écrit mon staroste au bas de ses rapports. Elle est de bonne famille et riche, c'est juste ce qu'il me faut. » Et là-dessus, avec la familiarité de geste élégante et aisée qui le distinguait, il baisa la main de la demoiselle d'honneur, puis, après l'avoir serrée légèrement, il s'enfonça dans son fauteuil en regardant d'un autre côté. « Eh bien, écoutez, » dit Anna Pavlovna, « j'en causerai ce soir même avec Lise Bolkonsky. Qui sait, cela s'arrangera peut-être. Je vais faire, dans l'intérêt de votre famille, l'apprentissage de mon métier de vieille fille. » Le salon d'Anna Pavlovna s'emplissait peu à peu. La fine fleur de Pétersbourg y était réunie. Cette réunion se composait, il est vrai, de personnes dont le caractère et l'âge différaient beaucoup, mais qui étaient toutes du même bord. La fille du prince Basile, la belle Hélène, venait d'arriver pour emmener son père et se rendre avec lui à la fête de l'ambassadeur d'Angleterre. Elle était en toilette de bal, avec le chiffre de demoiselle d'honneur à son corsage. La plus séduisante femme de Pétersbourg, la toute jeune et toute mignonne princesse Bolkonsky, y était également. Mariée l'hiver précédent, sa situation intéressante, tout en lui interdisant les grandes réunions, lui permettait encore de prendre part aux soirées intimes. On y voyait aussi le prince Hippolyte, fils du prince Basile, suivi de Mortemart, qu'il présentait à ses connaissances, l'abbé Mouriot et bien d'autres. « Avez-vous vu ma tante, ou bien ne connaissez-vous pas ma tante ?» répétait invariablement Anna Pavlovna à chacun de ses invités, en les conduisant vers une petite vieille coiffée de nœuds gigantesques qui venait de faire son apparition. Mademoiselle Scherer portait lentement son regard du nouvel arrivé sur sa tante, en le lui présentant, et la quittait aussitôt pour en amener d'autres. Tous accomplissaient la même cérémonie auprès de cette tante inconnue et inutile qui n'intéressait personne. Anna Pavlovna écoutait et approuvait l'échange de leur civilité d'un air à la fois triste et solennel. La tante employait toujours les mêmes termes,
en s'informant de la santé de chacun, en parlant de la sienne propre et de celle de Sa Majesté l'impératrice, laquelle, Dieu merci, était devenue meilleure. Par politesse, on tâchait de ne pas marquer trop de hâte en s'esquivant, et l'on se gardait bien de revenir auprès de la vieille dame une seconde fois dans la soirée. La jeune princesse Bolkonski avait apporté son ouvrage dans un ridicule de velours brodé d'or. Sa lèvre supérieure, une ravissante petite lèvre ombragée d'un fin duvet, ne parvenait jamais à rejoindre la lèvre inférieure. Mais malgré l'effort visible qu'elle faisait pour s'abaisser ou se relever, elle n'en était que plus gracieuse, en dépit de ce léger défaut tout personnel et original, privilège des femmes véritablement attrayantes, car cette bouche à demi ouverte lui prêtait un charme de plus. Chacun admirait cette jeune femme, pleine de vie et de santé, qui, à la veille d'être mère, portait si légèrement son fardeau. Après avoir échangé quelques mots avec elle, tous, jeunes gens ennuyés ou vieillards moroses, se figuraient qu'ils étaient bien près de lui ressembler, ou qu'ils avaient été particulièrement aimables, grâce à son gai sourire qui, à chaque parole, faisait briller ses petites dents blanches. La petite princesse fit le tour de la table à petits pas et en se dandinant, puis, après avoir arrangé les plis de sa robe, elle s'assit sur le canapé, à côté du samovar, de l'air d'une personne qui n'avait eu dans tout cela qu'un seul but, son propre plaisir et celui des autres. « J'ai apporté mon ouvrage, dit-elle en ouvrant son sac et en s'adressant à la société en général. Prenez garde, Annette, n'allez pas me jouer quelque méchant tour. Vous m'avez écrit que votre soirée serait toute petite. Aussi, voyez comme me voilà attifée. » Et elle étendit les bras pour mieux faire valoir son élégante robe grise garnie de dentelle et serrée un peu au-dessous de la gorge par une large ceinture. « Soyez tranquille, Lise, vous serez malgré tout la plus jolie. »« Savez-vous que mon mari m'abandonne ?» continua-t-elle, en s'adressant du même ton à un général. « Il va se faire tuer. »« À quoi bon cette horrible guerre ?» dit-elle au prince Basile. Et sans attendre sa réponse, elle se mit à causer avec la fille du prince, la belle Hélène. « Quelle gentille personne que cette petite princesse !» dit tout bas le prince Basile à Anna Pavlovna. Bientôt après, un jeune homme, gros et lourd, aux cheveux ras, fit son entrée dans le salon. Il portait des lunettes, un pantalon clair à la mode de l'époque, un immense jabot et un habit brun. C'était le fils naturel du comte Bezoukhov, un grand seigneur très connu du temps de Catherine et qui se mourait en ce moment à Moscou. Le jeune homme n'avait encore fait choix d'aucune carrière. Il arrivait de l'étranger où il avait été élevé et se montrait pour la première fois dans le monde. Anna Pavlovna l'accueillit avec le salut dont elle gratifiait ses hôtes les plus obscurs. Pourtant, à la vue de Pierre, et malgré ce salut d'un ordre inférieur, sa figure exprima un mélange d'inquiétude et de crainte, sentiment que l'on éprouve à la vue d'un objet colossal qui ne serait pas à sa place. Pierre était effectivement d'une stature plus élevée que les autres invités, mais l'inquiétude d'Anna Pavlovna provenait d'une autre cause. Elle craignait ce regard bon et timide, observateur et sincère, qui le distinguait du reste de la compagnie. « C'est on ne peut plus aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade, » dit-elle en échangeant avec sa tante des regards troublés pendant qu'elle le lui présentait. Pierre balbutia quelque chose d'inintelligible en continuant à laisser errer ses yeux autour de lui. Tout à coup, il sourit gaiement et salua la petite princesse comme une de ses bonnes connaissances, puis il s'inclina devant la tante. Anna Pavlovna avait bien raison de s'inquiéter car Pierre quitta la tante brusquement sans même attendre la fin de sa phrase sur la santé de Sa Majesté. Elle l'arrêta, tout effrayée. « Connaissez-vous l'abbé Moriot ?» lui dit-elle. « C'est un homme fort intéressant. »« Oui, j'ai entendu parler de son projet d'une paix perpétuelle. C'est très spirituel, mais ce n'est guère praticable. »« Croyez-vous » dit Anna Pavlovna pour dire quelque chose, en rentrant dans son rôle de maîtresse de maison. Mais Pierre se rendit coupable d'une seconde incivilité. Il venait d'abandonner une de ses interlocutrices sans attendre la fin de sa phrase, et maintenant il retenait l'autre qui voulait s'éloigner, en lui expliquant, la tête penchée et ses grands pieds solidement rivés au parquet, pourquoi le projet de l'abbé Moriot n'était qu'une utopie. « Nous en causerons plus tard », dit en souriant mademoiselle Scherer.
S'étant débarrassée de ce jeune homme qui ne savait pas vivre, elle retourna à ses occupations, écoutant, regardant, prête à intervenir sur les points faibles et à remettre à flot une conversation languissante. Elle imitait en cela la conduite d'un contremaître de filature qui, en se promenant au milieu de ses ouvriers, remarque l'immobilité ou le son criard, inusité, bruyant d'un fuseau, et s'empresse à l'instant de l'arrêter ou de le lancer. Telle, Anna Pavlovna se promenait dans son salon, s'approchait tour à tour d'un groupe silencieux ou d'un cercle bavard. Un mot de sa bouche, un déplacement de personnes habilement opéré, remontait la machine à conversation, qui continuait à tourner d'un mouvement égal et convenable. La crainte que lui inspirait Pierre se trahissait au milieu de ses soucis. En le suivant des yeux, elle le vit se rapprocher pour écouter ce qui se disait autour de Mortemart et gagner ensuite le cercle de l'abbé Moriot. Quant à Pierre, élevé à l'étranger, c'était sa première soirée en Russie. Il savait qu'il avait autour de lui tout ce que Pétersbourg contenait d'intelligent, et ses yeux s'écarquillaient en passant rapidement de l'un à l'autre, comme ceux d'un enfant dans un magasin de jouets, tant il craignait de manquer une conversation frappée au coin de l'esprit. En regardant ces personnages dont les figures étaient distinguées et pleines d'assurance, il en attendait toujours un mot fin et spirituel. La conversation de l'abbé Moriot l'ayant attiré, il s'arrêta, cherchant une occasion de donner son avis, car c'est le faible de tous les jeunes gens. La soirée d'Anna Pavlovna était lancée. Les fuseaux travaillaient dans tous les coins, sans interruption. À l'exception de la tante, assise près d'une autre dame âgée dont le visage était creusé par les larmes et qui se trouvait un peu dépaysée dans cette brillante société, les invités s'étaient divisés en 3 groupes. Au centre du premier, où dominait l'élément masculin, se tenait l'abbé. Le second, composé de jeunes gens, entourait Hélène, la beauté princière, et la princesse Bolkonski, cette charmante petite femme, si jolie et si fraîche, quoique un peu trop forte pour son âge. Le troisième s'était formé autour de Mortemart et de mademoiselle Scherer. Le vicomte, dont le visage était doux et les manières agréables, posait pour l'homme célèbre, mais par bienséance il laissait modestement à la société qui l'entourait le soin de faire les honneurs de sa personne. Anna Pavlovna en profitait visiblement à la façon d'un bon maître d'hôtel qui vous recommande comme un mets choisi et recherché certains morceaux qui, préparés par un autre, n'auraient pas été mangeables. Elle avait ainsi servi à ses invités le vicomte d'abord et l'abbé ensuite, 2 bouchées d'une exquise délicatesse. Autour de Mortemart, on causait de l'assassinat du duc d'Enghien. Le vicomte soutenait que le duc était mort par grandeur d'âme et que Bonaparte avait des raisons personnelles de lui en vouloir. « Ah oui, contez-nous cela, vicomte », dit gaiement Anna Pavlovna, qui avait trouvé dans cette phrase « Contez-nous cela, vicomte » un vague parfum Louis XV. Le vicomte sourit et s'inclina en signe d'assentiment. Il se fit un cercle autour de lui, tandis qu'Anna Pavlovna invitait les gens à l'écouter. Le vicomte, dit-elle tout bas à son voisin, connaissait le duc intimement. Le vicomte, répéta-t-elle en se tournant vers un autre, est un conteur admirable. Le vicomte, ceci s'adressait à un troisième, appartient au meilleur monde. Cela se voit tout de suite. Voilà comment le vicomte se trouvait offert au public comme un gibier rare, avec la manière d'offrir la plus distinguée et la plus alléchante. Il souriait avec finesse au moment de commencer son récit. « Venez vous asseoir ici, ma chère Hélène, » dit Anna Pavlovna en s'adressant à la belle jeune fille qui était le centre d'un autre groupe. La princesse Hélène garda en se levant cet inaltérable sourire qu'elle avait sur les lèvres depuis son entrée et qui était son apanage de beauté sans rivale. Frôlant à peine de sa toilette blanche garnie de lierre et d'herbage les hommes qui se reculaient pour la laisser passer, elle avança toute scintillante du feu des pierreries, du lustre de ses cheveux, de l'éblouissante blancheur de ses épaules, symbole vivant de l'éclat d'une fête. Elle ne regardait personne, mais souriant à tous, elle accordait pour ainsi dire à chacun le droit d'admirer la beauté de sa taille, ses épaules si rondes, que son corsage échancré à la mode du jour laissait à découvert, ainsi qu'une partie de la gorge et du dos. Hélène était si merveilleusement belle qu'elle ne pouvait avoir l'ombre de coquetterie.
Elle se sentait en entrant comme gênée d'une beauté si parfaite et si triomphante, et elle aurait désiré en affaiblir l'impression qu'elle n'aurait pu y réussir. « Qu'elle est belle !» s'écriait-on en la regardant. Le vicomte eut un mouvement d'épaule en baissant les yeux, comme frappé par une apparition surnaturelle, pendant qu'Hélène s'asseyait près de lui, en l'éclairant lui aussi de son éternel sourire. « Je suis, dit-il, tout intimidé devant un pareil auditoire. » Hélène, appuyant son beau bras sur une table, ne jugea pas nécessaire de répondre. Elle souriait et attendait. Tout le temps que dura le récit, elle se tint droite, abaissant parfois son regard sur sa belle main potelée, sur sa gorge encore plus belle, jouant avec le collier de diamants qui l'ornait, étalant sa robe, et se retournant aux endroits dramatiques vers Anna Pavlovna pour imiter l'expression de sa physionomie et reprendre ensuite son calme et placide sourire. La petite princesse avait également quitté la table de thé. « Attendez, je vais prendre mon ouvrage. »« Eh bien, que faites-vous? À quoi pensez-vous » dit-elle à Hippolyte. « Apportez-moi donc mon ridicule. » La princesse, riant et parlant à la fois, avait causé un déplacement général. « Je suis très bien ici, » continua-t-elle en s'asseyant pour recevoir son ridicule des mains du prince Hippolyte, qui avança un fauteuil et se plaça à côté d'elle. Le charmant Hippolyte ressemblait d'une manière frappante à sa sœur, la belle des belles, quoiqu'il fût remarquablement laid. Les traits étaient les mêmes, mais chez sa sœur ils étaient transfigurés par ce sourire invariablement radieux, satisfait, plein de jeunesse, et par la perfection classique de toute sa personne. Sur le visage du frère se peignait au contraire l'idiotisme, joint à une humeur constamment boudeuse. Sa personne était faible et malingre. Ses yeux, son nez, sa bouche paraissaient se confondre en une grimace indéterminée et ennuyée, tandis que ses pieds et ses mains se tordaient et prenaient des poses impossibles. « Est-ce une histoire de revenant ?» demanda-t-il en portant son lorgnon à ses yeux, comme si cet objet devait lui rendre l'élocution plus facile. « Pas le moins du monde, » dit le narrateur stupéfait. « C'est que je ne puis les souffrir, » reprit Hippolyte, et l'on comprit à son air qu'il avait senti après coup la portée de ses paroles. Mais il avait tant d'aplomb qu'on se demandait chaque fois qu'il parlait s'il était bête ou spirituel. Il portait un habit à pans vert foncé, des inexpressibles couleurs chair de nymphe émue, selon sa propre expression, des bas et des souliers à boucles. Le vicomte conta fort agréablement l'anecdote qui circulait sur le duc d'Enghien. Il s'était, disait-on, rendu secrètement à Paris pour voir mademoiselle Georges, et il y avait rencontré Bonaparte, que l'éminent artiste favorisait également. La conséquence de ce hasard malheureux avait été pour Napoléon un de ces évanouissements prolongés auxquels il était sujet et qu'il avait mis au pouvoir de son ennemi. Le duc n'en avait pas profité, mais Bonaparte s'était vengé plus tard de cette généreuse conduite en le faisant assassiner. Ce récit, plein d'intérêt, devenait surtout émouvant au moment de la rencontre des deux rivaux, et les dames s'en montrèrent émues. « C'est charmant », murmura Anna Pavlovna en interrogeant des yeux la petite princesse. « Charmant », reprit la petite princesse en piquant son aiguille dans son ouvrage, pour faire voir que l'intérêt et le charme de l'histoire interrompaient son travail. Le vicomte goûta fort cet éloge muet, et il s'apprêtait à continuer lorsqu'Anna Pavlovna, qui n'avait pas cessé de surveiller le terrible Pierre, le voyant aux prises avec l'abbé, se précipita vers eux pour prévenir le danger. Pierre avait en effet réussi à engager l'abbé dans une conversation sur l'équilibre politique, et l'abbé, visiblement enchanté de l'ardeur ingénue de son jeune interlocuteur, lui développait tout au long son projet tendrement caressé. Tous deux parlaient haut, avec vivacité et avec entrain, et c'était là ce qui avait déplu à la demoiselle d'honneur. « Quel moyen? Mais l'équilibre européen et le droit des gens, » disait l'abbé. Un seul empire puissant comme la Russie, réputé barbare, se mettant honnêtement à la tête d'une alliance qui aurait pour but l'équilibre de l'Europe, et le monde serait sauvé. « Mais comment parviendrez-vous à établir cet équilibre » disait Pierre, au moment où Anna Pavlovna, lui jetant un regard sévère, demandait à l'Italien comment il supportait le climat du Nord. La figure de ce dernier changea subitement d'expression, et il prit cet air doucereusement affecté qui lui était habituel avec les femmes.
Je subis trop vivement le charme de l'esprit et de la culture intellectuelle de la société féminine, surtout, dans laquelle j'ai l'honneur d'être reçu, pour avoir eu le loisir de songer au climat, répondit-il, tandis que mademoiselle Scherer s'empressait de les rapprocher, Pierre et lui, du cercle général, afin de ne les point perdre de vue. Au même moment, un nouveau personnage fit son entrée dans le salon de mademoiselle Scherer. C'était le jeune prince Bolkonski, le mari de la petite princesse. Un joli garçon de taille moyenne, avec des traits durs et accentués. Tout en lui, à commencer par son regard fatigué et à finir par sa démarche mesurée et tranquille, était l'opposé de sa petite femme, si vive et si remuante. Il connaissait tout le monde dans ce salon. Tous lui inspiraient un ennui profond, et il aurait payé cher pour ne plus les voir ni les entendre, sans en excepter même sa femme. Elle semblait lui inspirer plus d'antipathie que le reste, et il se détourna d'elle avec une grimace qui fit tort à sa jolie figure. Il baisa la main d'Anna Pavlovna et promena ses regards autour de lui en fronçant le sourcil. « Vous vous préparez à faire la guerre, prince ?» lui dit-elle. « Le général Koutouzov a bien voulu de moi pour aide de camp, » répondit Bolkonski en accentuant la syllabe « zov ». « Et votre femme ?»« Elle ira à la campagne. » « Comment n'avez-vous pas honte de nous priver de votre ravissante petite femme ?»« André !» s'écria la petite princesse, aussi coquette avec son mari qu'avec les autres, « si tu savais la jolie histoire que le vicomte vient de nous conter sur mademoiselle Georges et Bonaparte !» Le prince André fit de nouveau la grimace et s'éloigna. Pierre, qui depuis son entrée l'avait suivi de ses yeux gais et bienveillants, s'approcha de lui et lui saisit la main. Le prince André ne se dérida pas pour le nouveau venu, mais quand il eut reconnu le visage souriant de Pierre, le sien s'illumina tout à coup d'un bon et cordial sourire. « Ah ben, te voilà aussi dans le grand monde. Je savais que vous y seriez. J'irai souper chez vous. Le puis-je » ajouta-t-il tout bas pour ne pas gêner le vicomte qui parlait encore. « Non, tu ne le peux pas, » dit André en riant et en faisant comprendre à Pierre par un serrement de main l'inutilité de sa question. Il allait lui dire quelque chose lorsque le prince Basile et sa fille se levèrent et l'on se rangea pour leur faire place. « Excusez-nous, cher vicomte, » dit le prince en forçant aimablement Mortemart à rester assis. « Cette malencontreuse fête de l'ambassade d'Angleterre nous prive d'un plaisir et nous force à vous interrompre. Je regrette vivement, chère Anna Pavlovna, d'être obligé de quitter votre charmante soirée. » Sa fille Hélène se fraya un chemin au milieu des chaises, en retenant sa robe d'une main, sans cesser de sourire. Pierre regarda cette beauté resplendissante avec un mélange d'extase et de terreur. « Elle est bien belle, » dit le prince André. « Oui, » répondit Pierre. Le prince Basile lui serra la main en passant. « Faites-moi l'éducation de cet ours-là, » dit-il en s'adressant à mademoiselle Scherer. « Je vous en supplie. Voilà 11 mois qu'il demeure chez moi, et c'est la première fois que je l'aperçois dans le monde. Rien ne forme mieux un jeune homme que la société des femmes d'esprit. » Anna Pavlovna promit en souriant de s'occuper de Pierre, qu'elle savait apparenter par son père au prince Basile. La vieille dame, qui était restée assise à côté de la tante, se leva précipitamment et rattrapa le prince Basile dans l'antichambre. Sa figure bienveillante et creusée par les larmes n'exprimait plus l'intérêt attentif qu'elle s'était efforcée de lui donner, mais elle trahissait l'inquiétude et la crainte. « Que me direz-vous, prince, à propos de mon Boris ?» Elle prononçait le mot Boris en accentuant tout particulièrement le haut. « Je ne puis rester plus longtemps à Pétersbourg. Dites-moi, de grâce, quelle nouvelle je puis rapporter à mon pauvre garçon ?» Malgré le visible déplaisir et la flagrante impolitesse du prince Basile en l'écoutant, elle lui souriait et le retenait de la main pour l'empêcher de s'éloigner. « Que vous en coûterait-il de dire un mot à l'empereur ? Il passerait tout droit dans la garde. » « Soyez assurée, princesse, que je ferai tout mon possible, mais il m'est difficile de demander cela à Sa Majesté. Je vous conseillerais plutôt de vous adresser à Roumianzov par l'intermédiaire du prince Galitzine. Ce serait plus prudent. » La vieille dame portait le nom de princesse Droubetskoï, celui d'une des premières familles de Russie. Mais pauvre et retirée du monde depuis de longues années, elle avait perdu toutes ses relations d'autrefois.
Elle n'était venue à Pétersbourg que pour tâcher d'obtenir pour son fils unique l'autorisation d'entrer dans la garde. C'est dans l'espoir de rencontrer le prince Basile qu'elle était venue à la soirée de mademoiselle Scherer. Sa figure, belle jadis, exprima un vif mécontentement, mais pendant une seconde seulement. Elle sourit de nouveau et se saisit plus fortement du bras du prince Basile. « Écoutez-moi, mon prince, je ne vous ai jamais rien demandé. Je ne vous demanderai plus jamais rien. Et jamais je ne me suis prévalu de l'amitié qui vous unissait, mon père et vous. Mais à présent, au nom de Dieu, faites cela pour mon fils, et vous serez notre bienfaiteur, ajouta-t-elle rapidement. Non, ne vous fâchez pas, et promettez. J'ai demandé à Galitzine, il m'a refusé. Soyez le bon enfant que vous étiez jadis, continua-t-elle en essayant de sourire, pendant que ses yeux se remplissaient de larmes. Papa, nous serons en retard, dit la princesse Hélène qui attendait à la porte. Et elle tourna vers son père sa charmante figure. Le pouvoir en ce monde est un capital qu'il faut savoir ménager. Le prince Basile le savait mieux que personne. Intercéder pour chacun de ceux qui s'adressaient à lui, c'était le plus sûr moyen de ne jamais rien obtenir pour lui-même. Il avait compris cela tout de suite. Aussi n'usait-il que fort rarement de son influence personnelle. Mais l'ardente supplication de la princesse Drubetskoy fit naître un léger remords au fond de sa conscience. Ce qu'elle lui avait rappelé était la vérité. Il devait en effet à son père d'avoir fait les premiers pas dans la carrière. Il avait aussi remarqué qu'elle était du nombre de ces femmes, de ces mères surtout, qui n'ont ni cesse ni repos tant que le but de leur opiniâtre désir n'est pas atteint, et qui sont prêtes, le cas échéant, à renouveler à toute heure les récriminations et les scènes. Cette dernière considération le décida. « Chère Anna Mikhailovna, lui dit-il de sa voix ennuyée et avec sa familiarité habituelle, il m'est à peu près impossible de faire ce que vous me demandez. Cependant, j'essaierai, pour vous prouver mon affection et le respect que je porte à la mémoire de votre père. Votre fils passera dans la garde, je vous en donne ma parole. Êtes-vous contente? Cher ami, vous êtes mon bienfaiteur. Je n'attendais pas moins de vous, je connaissais votre bonté. Un mot encore, dit-elle, le voyant prête à la quitter. Une fois dans la garde, et elle s'arrêta, confuse, vous qui êtes dans de bons rapports avec Koutouzov, vous lui recommanderez bien un peu Boris, n'est-ce pas, afin qu'il le prenne pour aide de camp. Je serai alors tranquille, et jamais je ne... Le prince Basile sourit. Cela, je ne puis vous le promettre. Depuis que Koutouzov a été nommé général en chef, il est accablé de demandes. Lui-même m'a assuré que toutes les dames de Moscou lui proposaient leur fils comme aide de camp. Non, non, promettez, mon ami, mon bienfaiteur, promettez-le-moi, ou je vous retiens encore. Papa, répéta du même ton la belle Hélène, nous serons en retard. Eh bien, au revoir, vous voyez, je ne puis... Ainsi, demain, vous en parlerez à l'empereur? Sans faute. Mais quant à Koutouzov, je ne promets rien. Mon Basile, reprit Anna Mikhailovna en l'accompagnant avec un sourire de jeune coquette sur les lèvres, et en oubliant que ce sourire, son sourire d'autrefois, n'était plus guère en harmonie avec sa figure fatiguée. Elle ne pensait plus en effet à son âge et employait sans y songer toutes ses ressources de femme. Mais à peine le prince eut-il disparu, que son visage reprit une expression froide et tendue. Elle regagna le cercle au milieu duquel le vicomte continuait son récit et fit de nouveau semblant de s'y intéresser, en attendant, puisque son affaire était faite, l'instant favorable pour s'éclipser. « Mais que dites-vous de cette dernière comédie du sacre de Milan ?» demanda mademoiselle Scherer, « et des populations de Gênes et de Lucques qui viennent présenter leurs vœux à M. Buonaparte. M. Buonaparte assis sur un trône et exaucant les vœux des nations. Adorable. Non, c'est à en devenir folle. On dirait que le monde a perdu la tête. » Le prince André sourit en regardant Anna Pavlovna. « Dieu me la donne, gare à qui la touche, dit-il. » C'étaient les paroles que Bonaparte avait prononcées en mettant la couronne sur sa tête. On dit qu'il était très beau en prononçant ces paroles, ajouta-t-il, en les répétant en italien « Dio mi la donne, guai a chi la tocca. » J'espère, continua Anna Pavlovna, que ce sera là la goutte d'eau qui fera déborder le vase. En vérité, les souverains ne peuvent plus supporter cet homme, qui est pour tous une menace vivante. Les souverains, je ne parle pas de la Russie, dit le vicomte poliment et avec tristesse. Les souverains, madame. Qu'ont-ils fait pour Louis XVI, pour la reine, pour madame Élisabeth? Rien.
continua-t-il en s'animant. « Et croyez-moi, ils sont punis pour avoir trahi la cause des Bourbons. Les souverains, mais ils envoient des ambassadeurs complimenter l'usurpateur. » Et après avoir poussé une exclamation de mépris, il changea de pose. Le prince Hippolyte, qui n'avait cessé d'examiner le vicomte à travers son lorgnon, se tourna à ces mots tout d'une pièce vers la petite princesse pour lui demander une aiguille, avec laquelle il lui dessina sur la table l'écusson des Condé, et il se mit à le lui expliquer, avec une gravité imperturbable, comme si elle l'en avait prié. Bâton de gueule, engrêlé de gueule et d'azur, maison des Condé. La princesse écoutait et souriait. « Si Bonaparte reste encore 1 an sur le trône de France, dit le vicomte, en reprenant son sujet comme un homme habitué à suivre ses propres pensées sans prêter grande attention aux réflexions d'autrui dans une question qui lui est familière, les choses n'en iront que mieux. La société française, je parle de la bonne, bien entendu, sera à jamais détruite par les intrigues, la violence, l'exil et les condamnations. Et alors, il haussa les épaules en levant les bras au ciel. Pierre voulut intervenir, mais Anna Pavlovna, qui le guettait, le devança. L'empereur Alexandre, commença-t-elle avec cette inflexion de tristesse qui accompagnait toujours ses réflexions sur la famille impériale, a déclaré laisser aux Français eux-mêmes le droit de choisir la forme de leur gouvernement. Et je suis convaincu que la nation entière, une fois délivrée de l'usurpateur, va se jeter dans les bras de son roi légitime. Anna Pavlovna tenait, comme on le voit, à flatter l'émigré royaliste. « C'est peu probable, dit le prince André. Monsieur le vicomte suppose avec raison que les choses sont allées très loin, et il sera, je crois, difficile de revenir au passé. » « J'ai entendu dire, ajouta Pierre en se rapprochant d'eux, que la plus grande partie de la noblesse a été gagnée par Napoléon. »« Ce sont les bonapartistes qui l'assurent, s'écria le vicomte sans regarder Pierre. Il est impossible de savoir quelle est aujourd'hui l'opinion publique en France. »« Bonaparte l'a pourtant dit, reprit le prince André avec ironie, car le vicomte lui déplaisait et c'était lui que visaient ses saillies. Je leur ai montré le chemin de la gloire, ils n'en ont pas voulu. Ce sont les paroles que l'on prête à Napoléon. Je leur ai ouvert mes antichambres, ils s'y sont précipités en foule. Je ne sais pas à quel point il avait le droit de le dire. »« Il n'en avait aucun, répondit le vicomte. Après l'assassinat du duc d'Enghien, les gens les plus enthousiastes ont cessé de voir en lui un héros. Et si même il l'avait été un moment aux yeux de certaines personnes, ajouta-t-il en se tournant vers Anna Pavlovna. Après cet assassinat, il y a eu un martyr de plus au ciel, et un héros de moins sur la terre. Ces derniers mots du vicomte n'avaient pas encore été salués d'un sourire approbateur, que déjà Pierre s'était de nouveau élancé dans l'arène, sans laisser à Anna Pavlovna, qui pressentait quelque chose d'exorbitant, le temps de l'arrêter. L'exécution du duc d'Enghien, dit Pierre, était une nécessité politique. Et Napoléon a justement montré de la grandeur d'âme en assumant sur lui seul la responsabilité de cet acte. Dieu, Dieu, murmura mademoiselle Scherer avec horreur. Comment, monsieur Pierre, vous trouvez qu'il y a de la grandeur d'âme dans un assassinat ? Dit la petite princesse en souriant et en attirant à elle son ouvrage. Ah ah, firent plusieurs voix. Capital, s'écria le prince Hippolyte en anglais. Et il se frappa le genou de la main. Le vicomte se borna à hausser les épaules. Pierre regarda gravement son auditoire par-dessus ses lunettes. « Je parle ainsi, continua-t-il, parce que les Bourbons ont fui devant la Révolution en laissant le peuple livré à l'anarchie. Napoléon seul a su comprendre et vaincre la Révolution. Et c'est pourquoi il ne pouvait, lorsqu'il avait en vue le bien général, se laisser arrêter par l'avis d'un individu. « Ne voulez-vous pas passer à l'autre table » dit Anna Pavlovna. Mais Pierre, s'animant de plus en plus, continua son plaidoyer sans lui répondre. Oui, Napoléon est grand parce qu'il s'est placé au-dessus de la Révolution. Qu'il en a écrasé les abus en conservant tout ce qu'elle avait de bon, l'égalité des citoyens, la liberté de la presse et de la parole, et c'est par là qu'il a conquis le pouvoir. S'il avait rendu ce pouvoir au roi légitime sans en profiter pour commettre un meurtre, je l'aurais appelé un grand homme, dit le vicomte. Cela lui était impossible. La nation ne lui avait donné la puissance que pour qu'il la débarrassât des Bourbons. Elle avait reconnu en lui un homme supérieur. La Révolution a été une grande œuvre, continua Pierre, qui témoignait de son extrême jeunesse en essayant d'expliquer ses opinions et en émettant des idées avancées et irritantes.
La Révolution est le régicide d'une grande œuvre. Après cela, mais ne voulez-vous pas passer à l'autre table répéta Anna Pavlovna. Le contrat social, repartit le vicomte avec un sourire de résignation. Je ne parle pas du régicide, je parle de l'idée. Oui, l'idée du pillage, du meurtre et du régicide, dit en l'interrompant une voix ironique. Il est certain que ce sont là les extrêmes. Mais le fond véritable de l'idée, c'est l'émancipation des préjugés, l'égalité des citoyens. Et tout cela a été conservé par Napoléon dans son intégrité. La liberté, l'égalité, dit avec mépris le vicomte, qui était décidé à démontrer au jeune homme toute l'absurdité de son raisonnement. Ces mots si ronflants ont déjà perdu leur valeur. Qui donc n'aimerait la liberté et l'égalité? Le Sauveur nous les a prêchés. Sommes-nous devenus plus heureux après la Révolution? Au contraire, nous voulions la liberté et Bonaparte l'a confisquée. Le prince André regardait en souriant tantôt Pierre et le vicomte, tantôt la maîtresse de la maison, qui, malgré son grand usage du monde, avait été terrifiée par les sorties de Pierre. Mais lorsqu'elle s'aperçut que ces paroles sacrilèges n'excitaient point la colère du vicomte et qu'il n'était plus possible de les étouffer, elle fit cause commune avec le noble émigré et, rassemblant toutes ses forces, tomba à son tour sur l'orateur. « Mais, mon cher monsieur Pierre, dit-elle, comment pouvez-vous expliquer la conduite du grand homme qui met à mort un duc, disons même tout simplement un homme, lorsque cet homme n'a commis aucun crime, et cela sans jugement? J'aurais également demandé à monsieur, dit le vicomte, de m'expliquer le 18 Brumaire. N'était-ce point une trahison? Ou, si vous aimez mieux, un escamotage qui ne ressemble en rien à la manière d'agir d'un grand homme? Et les prisonniers d'Afrique massacrés par son ordre? S'écria la petite princesse. C'est épouvantable. C'est un roturier, vous avez beau dire, ajouta le prince Hippolyte. Pierre, ne sachant plus à qui répondre, les regarda tous en souriant, non pas d'un sourire insignifiant et à peine visible, mais de ce sourire franc et sincère, qui donnait à sa figure habituellement sévère et même un peu morose, une expression de bonté naïve, semblable à celle d'un enfant qui implore son pardon. Le vicomte, qui ne l'avait jamais vu, comprit tout de suite que ce Jacobin était moins terrible que ses paroles. On se taisait. « Comment voulez-vous qu'il vous réponde à tous ?» dit tout à coup le prince André. « N'y a-t-il pas une différence entre les actions d'un homme privé et celles d'un homme d'État, d'un grand capitaine ou d'un souverain? Il me semble, du moins, qu'il y en a une. »« Mais sans doute !» s'écria Pierre, tout heureux de cet appui inespéré. « Napoléon, sur le pont d'Arcole ou tendant la main au pestiféré dans l'hôpital de Jaffa, est grand comme homme, et il est impossible de ne pas le reconnaître. Mais il y a, c'est vrai, d'autres faits difficiles à justifier, » continua le prince André, qui tenait visiblement à réparer la maladresse des discours de Pierre, et qui se leva sur ces derniers mots, en donnant ainsi à sa femme le signal du départ. Le prince Hippolyte fit de même, mais tout en engageant d'un geste de la main tous ceux qui allaient suivre cet exemple à ne pas bouger. « À propos, dit-il vivement, on m'a conté aujourd'hui une anecdote moscovite charmante. Il faut que je vous en régale. Vous m'excuserez, vicomte, je dois la dire en russe. On n'en comprendrait pas le sel autrement. » Et il entama son histoire en russe, mais avec l'accent d'un Français qui aurait séjourné 1 an en Russie. Il y a à Moscou une dame, une grande dame, très avare, qui avait besoin de 2 valets de pied de grande taille pour placer derrière sa voiture. Or, cette dame avait aussi, c'était son goût, une femme de chambre de grande taille. Ici, le prince Hippolyte se mit à réfléchir, comme s'il éprouvait une certaine difficulté à continuer son récit. Elle lui dit... Oui, elle lui dit... Fille, une telle, mets la livrée et monte derrière la voiture. Je vais faire des visites. À cet endroit, le prince Hippolyte éclata de rire, mais par malheur il n'y eut pas d'écho dans son auditoire. Et le conteur parut éprouver de cet insuccès une impression défavorable. Plusieurs se décidèrent pourtant à sourire, entre autres la vieille dame et mademoiselle Scherer. Elle partit. Tout à coup, il s'éleva un ouragan, la fille perdit son chapeau et ses longs cheveux se dénouèrent. Ne pouvant se contenir davantage, il fut pris d'un accès de rire si bruyant qu'il en suffoquait. « Oui, acheva-t-il en se tordant, ses longs cheveux se dénouèrent et toute la ville l'a su. » Et l'anecdote finit là. Personne, à vrai dire, n'en avait compris le sens,
ni pourquoi elle devait être nécessairement contée en russe, mais Anna Pavlovna et quelques autres surent gré au narrateur d'avoir si adroitement mis fin à l'ennuyeuse et désagréable sortie de M. Pierre. La conversation s'éparpilla ensuite en menus propos, en remarques insignifiantes sur le bal à venir et sur le bal passé, sur les théâtres, le tout entremêlé de questions pour savoir où et quand on se retrouverait. Après cet incident, les hôtes d'Anna Pavlovna la remercièrent de sa charmante soirée et se retirèrent un à un. D'une taille peu ordinaire, carré des épaules et maladroit à l'extrême, Pierre avait aussi, entre autres désavantages physiques, des mains énormes et rouges. Il ne savait pas entrer dans un salon, encore moins en sortir comme il convient, et après avoir débité de jolies phrases. Grâce à sa distraction proverbiale, il avait pris en se levant, au lieu de son chapeau, le tricorne à plumet d'un général, qu'il se mit à tirailler jusqu'au moment où le légitime propriétaire, effrayé, parvint à se le faire rendre. Mais, il faut le dire, tous ses défauts et toutes ses gaucheries étaient rachetés par sa bienveillance, sa candeur et sa modestie. Mademoiselle Scherer, se tournant vers lui, le salua comme pour lui octroyer son pardon avec une mansuétude toute chrétienne. « J'espère, lui dit-elle, avoir encore le plaisir de vous voir. Mais j'espère également, mon cher monsieur Pierre, que d'ici là vous aurez changé d'opinion. » Il ne lui répondit rien, mais quand il lui rendit son salut, tous les assistants purent voir sur ses lèvres ce franc sourire qui avait l'air de dire « Après tout, les opinions sont des opinions, et vous voyez que je suis un bon et brave garçon. » C'était si vrai que tous, y compris mademoiselle Scherer, le sentirent instinctivement. Le prince André avait suivi dans l'antichambre sa femme et le prince Hippolyte, qui l'écoutaient avec indifférence en se faisant donner son manteau par un laquais. Le prince Hippolyte, le lorgnon dans l'œil, debout à côté de la gentille petite princesse, la regardait obstinément. « Allez-vous-en, Annette, disait la jeune femme en prenant congé d'elle. Vous aurez froid. C'est convenu, ajouta-t-elle tout bas. Anna Pavlovna avait eu le temps de causer avec Lise du mariage projeté entre sa belle-sœur et Anatole. « Je compte sur vous, ma chérie, répondit-elle également à voix basse. Vous lui en écrirez un mot, et vous me direz comment le père envisage la chose. Au revoir. » Et elle rentra au salon. Le prince Hippolyte se rapprocha de la petite princesse et, se penchant au-dessus d'elle, lui parla de très près en chuchotant. Deux laquais, le sien et celui de la princesse, l'un tenant un surtout d'officier, l'autre un châle, attendaient qu'il eût fini ce bavardage en français, qu'il semblait écouter, tout inintelligible qu'il fût pour eux, et même comprendre, sans vouloir le laisser paraître. La petite princesse parlait, souriait et riait tout à la fois. « Je suis enchanté de n'être pas allé chez l'ambassadeur, disait le prince Hippolyte. Quel ennui! Charmante soirée, n'est-il pas vrai? Charmante. On assure que le bal de ce soir sera très beau, repartit la princesse en retroussant sa petite lèvre au fin duvet. Toutes les jolies femmes de la société y seront. Pas toutes, puisque vous n'y serez pas, ajouta-t-il en riant. Et s'emparant du châle que présentait le valet de pied, il le poussa de côté pour envelopper la princesse. Ses mains s'attardèrent assez longtemps autour du cou de la jeune femme, qu'il avait l'air d'embrasser. Était-ce intention ou gaucherie, personne n'aurait pu le deviner. Elle recula gracieusement, en continuant à sourire, se détourna et regarda son mari, dont les yeux étaient fermés, et qui avait l'air fatigué et endormi. « Êtes-vous prête ?» dit-il à sa femme en lui glissant un regard. Le prince Hippolyte endossa prestement son surtout, qui, étant à la dernière mode, lui descendait plus bas que les talons, et tout en s'embarrassant dans ses plis, il se précipita sur le perron pour aider la princesse à monter en voiture. « Au revoir, princesse !» cria-t-il, la langue aussi embarrassée que les pieds. La princesse relevait sa robe et s'asseyait dans le fond obscur de la voiture. Son mari arrangeait son sabre. Le prince Hippolyte, qui faisait semblant de les aider, ne faisait en réalité que les gêner. « Pardon, monsieur, » dit le prince André d'un ton sec et désagréable, en s'adressant en russe au jeune homme qui l'empêchait de passer. « Pierre, viens-tu? Je t'attends, » reprit-il affectueusement. Le postillon partit, et le carrosse s'ébranla avec un bruit de roue. Le prince Hippolyte, resté sur le perron, riait d'un rire nerveux en attendant le vicomte, à qui il avait promis de le reconduire. «
Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, dit le vicomte en se mettant en voiture. Très bien, ma foi. Et il baisa le bout de ses doigts. Hippolyte se rengorgea en riant. Savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent? Je plains le pauvre mari, ce petit officier qui se donne des airs de prince régnant. Hippolyte balbutia en riant aux éclats. Et vous disiez que les dames russes ne valaient pas les françaises. Il ne s'agit que de savoir s'y prendre. Pierre, arrivé le premier, entra tout droit dans le cabinet du prince André, en habitué de la maison. Après s'être étendu sur le canapé, comme il en avait l'habitude, il prit un livre au hasard, c'était ce jour-là les commentaires de César, et s'accoudant aussitôt, il l'ouvrit au beau milieu. « Qu'as-tu fait chez mademoiselle Scherer? Elle en tombera sérieusement malade, » dit le prince André, qui entra bientôt après en frottant l'une contre l'autre ses mains qu'il avait petites et blanches. Pierre se retourna tout d'une pièce, le canapé en gémit, et, montrant sa figure animée et souriante, il fit un geste qui témoignait de son indifférence. « Cet abbé est vraiment intéressant, seulement il n'entend pas la question comme il faut l'entendre. Je suis sûr qu'une paix inviolable est possible, mais je ne puis dire comment. Ce ne serait toujours pas au moyen de l'équilibre politique. » Le prince André, qui n'avait pas l'air de s'intéresser aux questions abstraites, l'interrompit. « Vois-tu, mon cher, ce qui est impossible, c'est de dire partout et toujours ce que l'on pense. Eh bien, t'es-tu décidé à quelque chose? Seras-tu garde à cheval ou diplomate? Croiriez-vous que je n'en sais encore rien? Ni l'une ni l'autre de ces perspectives ne me séduit, dit Pierre en s'asseyant à la turque sur le divan. Il faut pourtant te décider à quelque chose. Ton père attend. Pierre avait été envoyé à l'étranger à l'âge de 10 ans avec un abbé pour précepteur, et il y était resté jusqu'à 25 ans. À son retour à Moscou, son père avait congédié l'abbé et avait dit au jeune homme, « Maintenant, va à Pétersbourg, examine et choisis. Je consens à tout. Voici une lettre pour le prince Basile et voilà de l'argent. Écris et compte sur moi pour t'aider. » Or, depuis 3 mois, Pierre cherchait une carrière et ne faisait rien. Il se passa la main sur le front. « Ce doit être un franc-maçon, » dit-il en pensant à l'abbé qu'il avait vu à la soirée. « Chimère que tout cela, » lui dit en l'interrompant le prince André. « Parlons plutôt de tes affaires. Es-tu allé voir la garde à cheval? » « Non, je n'y suis pas allé. Mais j'ai réfléchi à une chose que je voulais vous communiquer. Nous avons la guerre avec Napoléon. Si l'on se battait pour la liberté, je serais le premier à m'engager. Mais aider l'Angleterre et l'Autriche à lutter contre le plus grand homme qui soit au monde, ce n'est pas bien. » Le prince André ne fit que hausser les épaules à cette sortie enfantine. Dédaignant d'y faire une réponse sérieuse, il se contenta de dire « Si l'on ne se battait que pour ses convictions, il n'y aurait pas de guerre. » « Et ce serait parfait, » répliqua Pierre. « C'est bien possible, mais cela ne sera jamais, » reprit en souriant le prince André. « Enfin voyons, pourquoi allons-nous faire la guerre? Pourquoi? Je n'en sais rien. Il le faut. Et par-dessus le marché, j'y vais. » Et il s'arrêta. « J'y vais parce que la vie que je mène ici ne me va pas. » Le frôlement d'une robe se fit entendre dans la pièce voisine. À ce bruit, le prince André eut l'air de revenir à lui. Il se redressa et donna à son visage l'expression qu'il avait eue pendant toute la soirée d'Anna Pavlovna. Pierre glissa ses pieds à terre. La princesse entra. Elle avait eu le temps de remplacer sa toilette du soir par un déshabillé de maison, non moins frais et non moins élégant. Son mari se leva et lui avança poliment un fauteuil. « Je me demande souvent, dit-elle en français selon son habitude et en s'asseyant vivement, pourquoi Annette ne s'est pas mariée. Comme vous êtes sots, messieurs, de ne pas l'avoir épousée. Je vous en demande pardon, mais vous n'entendez rien aux femmes. Quel disputeur vous faites, monsieur Pierre. Je dispute aussi contre votre mari, car je ne comprends pas pourquoi il va faire la guerre, dit Pierre en s'adressant à la princesse, sans le moindre symptôme de cet embarras qui existe souvent entre un jeune homme et une jeune femme. La princesse tressaillit, la réflexion de Pierre l'avait touchée au vif. « Eh bien moi aussi, je lui dis la même chose. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi les hommes ne peuvent vivre sans guerre.
Pourquoi ne désirons-nous rien? N'avons-nous besoin de rien, nous autres femmes? Voyons, je vous en fais juge. Je suis toujours à lui répéter que sa position ici, comme aide de camp de mon oncle, est des plus brillantes. Chacun le connaît, chacun l'apprécie. Pas plus tard que ces jours-ci. Chez les Apraxines, j'ai entendu une dame dire « C'est là le fameux prince André, ma parole d'honneur ». Et elle éclata de rire. Voilà comment il est reçu partout. Et il peut, quand il le voudra, devenir aide de camp de l'empereur. Car l'empereur, vous le savez, s'est entretenu très gracieusement avec lui. Nous le disions justement, Annette et moi, ce serait si facile à arranger. Qu'en pensez-vous? Pierre regarda le prince André et se tut en voyant que son ami paraissait contrarié. « Quand partez-vous » demanda-t-il. « Ah, ne me parlez pas de ce départ, je ne veux pas en entendre parler, » reprit la princesse de cet air à la fois capricieux et enjoué qu'elle avait eu avec Hippolyte, mais qui, dans ce cercle intime dont Pierre faisait partie, détonnait singulièrement. « Lorsque j'ai pensé aujourd'hui qu'il me faudra rompre avec toutes ces chères relations, je... Et puis sais-tu, André, et elle lui fit un imperceptible clignement d'yeux en frissonnant, « J'ai peur. » Son mari la regarda stupéfait, comme s'il venait seulement de s'apercevoir de sa présence. Il lui répondit pourtant avec une froide politesse, « Que craignez-vous, Lise? Je ne vous comprends pas. » Voilà bien les hommes. Des égoïstes, tous des égoïstes. Parce qu'il lui est venu une fantaisie, il m'abandonne, Dieu sait pourquoi, et m'enferme toute seule à la campagne. Avec mon père et ma sœur, vous l'oubliez. Cela revient au même. J'y serai seule, loin de mes amis à moi. Et il veut que je sois tranquille. Elle parlait d'un ton boudeur. Sa lèvre relevée, loin de donner à sa physionomie une expression souriante, lui prêtait au contraire quelque chose qui faisait songer à un méchant petit rongeur. Elle se tut, ne trouvant peut-être pas convenable de faire allusion à sa grossesse devant Pierre, car là était le nœud de la situation. « Je ne puis pourtant pas deviner de quoi vous avez peur, » reprit lentement son mari, sans la quitter du regard. La princesse rougit et fit un geste de désespoir. « André, André, pourquoi êtes-vous si changé? Votre médecin vous défend de veiller, vous devriez aller vous mettre au lit. » La princesse ne répondit rien, mais ses lèvres tremblèrent tout à coup. Quant à lui, il se leva, haussa les épaules et se mit à arpenter son cabinet. Pierre, naïvement surpris, les observait tous deux. Enfin, il fit un mouvement comme pour se lever, mais il s'arrêta. « Ça m'est égal que monsieur Pierre soit présent, » s'écria la princesse, dont la jolie figure fit la grimace de l'enfant qui va pleurer. « Il y a longtemps, André, que je voulais te le demander. Pourquoi es-tu devenu tout autre avec moi? Que t'ai-je fait? Tu vas rejoindre l'armée, tu n'as aucune pitié pour moi, pourquoi? »« Lise, » dit le prince André. Et ce seul mot contenait à la fois la prière, la menace et l'assurance qu'elle allait regretter ses paroles. Elle continua pourtant avec précipitation. « Tu me traites en malade ou en enfant. Je vois tout. Tu n'étais pas ainsi il y a 6 mois. »« Lise, finissez, je vous en prie, » reprit son mari en élevant la voix. Pierre, dont l'agitation n'avait fait que croître pendant cet entretien, se leva et s'approcha de la jeune femme. Il paraissait ne pouvoir supporter la vue de ses larmes, et l'on aurait dit qu'il était prêt à pleurer avec elle. « Calmez-vous, princesse. Ce sont des idées... J'ai éprouvé cela aussi, je vous assure. Enfin, non, excusez-moi, je suis de trop comme étranger. Tranquillisez-vous. Adieu. » Le prince André le retint. « Non, Pierre, attends. La princesse est trop bonne pour me priver du plaisir de passer ma soirée avec toi. »« Oui, il ne pense qu'à lui, » murmura-t-elle, sans pouvoir retenir des larmes de dépit. « Lise » reprit sèchement le prince André, dont la voix était montée au diapason qui indiquait que sa patience était à bout. Tout à coup, sur son joli minois d'écureuil en colère, se répandit cette expression craintive, timide et timorée que prend souvent un chien lorsque, de sa queue abaissée, il frappe la terre rapidement et sans bruit. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en jetant à son mari un regard sournois. Puis, relevant sa robe d'une main, elle s'approcha de lui et lui mit un baiser sur le front. « Bonsoir, Lise, » dit-il en se levant à son tour et en lui baisant la main comme à une étrangère. Les deux amis se taisaient. Ni l'un ni l'autre ne se décidait à parler. Pierre regardait à la dérobée le prince André qui se frottait le front de sa petite main. « Allons souper, » dit-il en soupirant, et il se dirigea vers la porte.
Ils entrèrent dans une magnifique salle à manger nouvellement décorée. Les cristaux, l'argenterie, la vaisselle, le linge damassé, tout portait l'empreinte de la nouveauté, cette marque distinctive des jeunes ménages. Au milieu du souper, le prince André s'accouda sur la table et se mit à parler avec une irritation nerveuse que Pierre n'avait jamais remarquée en lui, et comme un homme qui a quelque chose sur le cœur depuis longtemps et qui se décide enfin à entrer dans la voie des confidences. « Mon cher ami, ne te marie que lorsque tu auras fait tout ce que tu veux faire, lorsque tu auras cessé d'aimer la femme de ton choix et que tu l'auras bien étudiée. Autrement, tu te tromperas cruellement et d'une façon irréparable. Marie-toi plutôt vieux et bon à rien. Alors tu ne risqueras pas de gaspiller tout ce qu'il y a en toi d'élevé et de bon. Oui, tout s'éparpille en menu monnaie. Oui, c'est ainsi. Tu as beau me regarder de cet air étonné. Si tu comptais devenir quelque chose par toi-même, tu sentiras à chaque pas que tout est fini, que tout est fermé pour toi. Sauf les salons où tu coudoiras un laquais de cour et un idiot. Mais à quoi sert de... » Et sa main retomba avec force sur la table. Pierre ôta ses lunettes. Ce mouvement, en changeant complètement sa figure, laissait mieux encore voir sa bonté et sa stupéfaction. « Ma femme, continua le prince André, est une excellente femme. Une de celles avec lesquelles l'honneur d'un mari n'a rien à craindre. Mais que ne donnerais-je pas en ce moment, grand Dieu, pour n'être pas marié? Tu es le premier et le seul à qui je l'avoue, parce que je t'aime. » Le prince André, en parlant ainsi, ressemblait de moins en moins à ce prince Bolkonski qui se carrait dans un des fauteuils de mademoiselle Scherer, fermant à demi les yeux et lançant à demi-voix des phrases en français. Chaque muscle de sa figure sèche et nerveuse avait un tressaillement de fièvre. Ses yeux, dont le feu paraissait toujours éteint, brillaient et rayonnaient avec éclat. On devinait qu'il était d'autant plus violent dans ses courts instants d'irritabilité maladive qu'il semblait faible et sans vigueur dans son état habituel. « Tu ne me comprends pas. Et c'est pourtant l'histoire de toute une existence. Tu parles de Bonaparte et de sa carrière, continua-t-il, bien que Pierre n'en eût pas soufflé mot. Mais Bonaparte, lorsqu'il travaillait, marchait à son but, pas à pas. Il était libre. Il n'avait que cet objet en vue et il l'a atteint. Mais que tu aies le malheur de te lier à une femme, et te voilà enchaîné comme un forçat. Tout ce que tu sentiras en toi de force et d'aspiration ne fera que t'accabler et te remplir de regrets. Les commérages de salon, les bals, la vanité, la mesquinerie, voilà le cercle magique qui te retiendra. Je m'en vais à présent faire la guerre. Une des plus formidables guerres qui ait jamais eu lieu. Et je ne sais rien, je ne suis capable de rien. Mais, en revanche, je suis très aimable, très caustique, et l'on m'écoute chez mademoiselle Scherer. Et puis cette société stupide dont ma femme ne peut se passer. Si seulement tu savais ce qu'elles valent, toutes ces femmes distinguées, et toutes les femmes en général. Mon père a raison. L'égoïsme, la vanité, la sottise, la médiocrité en tout, voilà les femmes, lorsqu'elles se montrent comme elles sont. Allez voir dans le monde, on pourrait croire qu'il y a en elles autre chose, mais non, rien, rien. Oui, mon ami, ne te marie pas. Ce furent les dernières paroles du prince André. Ce qui me paraît singulier, dit Pierre, c'est que vous puissiez vous trouver incapable et croire que vous avez manqué votre vie quand l'avenir est devant vous, et que son intonation faisait voir en quelle haute estime il tenait son ami et tout ce qu'il en attendait. Quel droit a-t-il de parler ainsi, pensait Pierre, pour qui le prince André était le type de toutes les perfections, justement parce qu'il avait en lui la qualité qu'il sentait lui manquer à lui-même, c'est-à-dire la force de volonté. Il avait toujours admiré chez son ami la facilité et l'égalité de ses rapports avec des gens de toute espèce, sa mémoire merveilleuse, ses connaissances variées, car il lisait tout ou prenait un aperçu de toute chose, ainsi que son aptitude au travail et à l'étude. Si Pierre était frappé de ne point rencontrer chez André de disposition à la philosophie spéculative, ce qui était son faible à lui, il n'y voyait point un défaut, mais une force de plus. Dans les relations les plus intimes, les plus amicales et les plus simples, la flatterie et la louange sont aussi nécessaires que l'huile qui graisse le rouage et le fait marcher. « Je suis un homme fini. Aussi ne parlons plus de moi, mais de toi, » reprit le prince André après un moment de silence et en souriant à cette heureuse diversion. Le visage de Pierre refléta aussitôt ce changement de physionomie.
De moi, dit-il, et sa bouche s'épanouit en un sourire joyeux et inconscient. Mais de moi, il n'y a rien à dire. Que suis-je d'ailleurs? Un bâtard. Et il rougit subitement, car il avait fait pour prononcer ce mot un visible effort. Sans nom, sans fortune, et, en vérité, je suis libre et content, pour le moment du moins. Seulement, je ne sais, vous l'avouerai-je, ce que je dois entreprendre. Et je tenais sérieusement à vous demander conseil là-dessus. Le prince André le regardait avec une affectueuse bienveillance, mais cette bienveillance amicale laissait cependant deviner la conscience qu'il avait de sa supériorité. « J'ai de l'affection pour toi, parce que tu es le seul homme vivant dans tout notre cercle. Tu es satisfait? Eh bien, choisis à ton goût. Le choix importe peu, tu seras bien partout. Mais cesse de voir, je t'en prie, ces couragines. Cesse de mener cette existence. Cela te va si peu. Toute cette débauche, cette vie à la hussarde, Que voulez-vous, mon cher, dit Pierre en haussant les épaules. Les femmes, mon ami, les femmes. Je n'admets pas cela, répondit André. Les femmes comme il faut, oui, mais pas celles de Kouragine. Celle-là et le vin, je n'admets pas cela. Pierre demeurait chez le prince Basile et partageait la vie dissipée de son fils cadet Anatole, celui-là même qu'on voulait marier à la sœur du prince André pour tâcher de le corriger. Savez-vous, dit Pierre, comme s'il lui était venu tout à coup une heureuse inspiration, j'y ai sérieusement réfléchi depuis longtemps. À cause de ce genre de vie, je ne puis ni me décider, ni penser à rien. J'ai des maux de tête et pas d'argent. Il m'a encore invité pour ce soir, mais je n'irai pas. Donne-moi ta parole d'honneur que tu cesseras d'y aller. Je vous la donne. Il était 1 heure passée lorsque Pierre quitta son ami. C'était par une nuit de juin, une de ces nuits de Pétersbourg, presque sans crépuscule. Il monta dans une voiture de louage avec l'intention bien arrêtée de rentrer chez lui. Mais plus il avançait, plus il sentait qu'il lui serait impossible de dormir pendant cette nuit qui ressemblait au matin ou au soir d'un beau jour. Son regard plongeait au loin dans les rues désertes. Chemin faisant, il se rappela que la société habituelle des joueurs devait se trouver réunie chez Anatole Kouragine. Après le jeu, on se mettait à boire, et le tout finissait par un des plaisirs favoris de Pierre. Si j'y allais, se dit-il, et il pensa à la parole qu'il venait de donner au prince André. Mais en même temps, comme il arrive souvent aux gens sans caractère, il lui prit une si furieuse envie de jouir une fois encore de cette vie de libertinage qu'il ne connaissait hélas que trop bien, qu'il se décida à aller chez Anatole, tout en se disant que son engagement n'avait aucune valeur, puisqu'il avait promis à Anatole avant de promettre au prince André. Qu'à tout prendre, ces engagements n'étaient que de pures conventions, sans signification précise, et que d'ailleurs personne n'était sûr de son lendemain, et ne pouvait savoir s'il n'arriverait pas quelque événement extraordinaire qui emporterait avec la vie l'honneur et le déshonneur. Cette façon habituelle de raisonner bouleversait souvent ses décisions en apparence les plus arrêtées. Pierre céda encore et alla chez Kouragine. Arrivé devant le perron d'une grande maison située à côté des casernes de la garde à cheval, il en gravit les marches éclairées et entra par la porte qu'il trouva toute grande ouverte. Il n'y avait personne dans le vestibule, ça sentait le vin, des bouteilles vides, des manteaux, des galoches étaient jetés çà et là, et l'on entendait à distance des bruits de voix et des cris. Le jeu et le souper venaient de finir, mais on ne se séparait pas encore. Après s'être débarrassé de son manteau, Pierre entra dans la première pièce, où l'on voyait les restes du souper, et où un laquais, sûr de l'impunité, avalait en cachette le vin oublié au fond des verres. Plus loin, dans le 3e salon, au milieu du tohu-bohu général des rires et des cris, le grognement d'un ours se faisait entendre. 8 jeunes gens se pressaient anxieusement autour d'une fenêtre ouverte. 3 d'entre eux jouaient avec un ourson, que l'un d'eux traînait à la chaîne en l'excitant contre son camarade pour lui faire peur. « Je parie pour Stevens » cria l'un. « Ne l'aidez pas, surtout » cria un second. « Va pour Dologov » cria un troisième. « Kouragine, c'est parler !»« Voyons, laissez-la, Mishka, il s'agit d'un pari. »« D'un coup, autrement il a perdu » cria un quatrième. « Jacques, une bouteille » hurla le maître de la maison, un grand et beau garçon qui se tenait au milieu du groupe, sans habit, sa chemise ouverte sur la poitrine. « Attendez, messieurs »
Voici Petrouchka, ce cher ami, dit-il, s'adressant à Pierre. Un homme de taille moyenne, aux yeux bleus et clairs, dont la voix calme et sobre contrastait singulièrement avec toutes les autres voix avinées, l'appela de la fenêtre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras choisir le livre Harry Potter que tu veux et l'écouter sans frais grâce à l'essai gratuit de 30 jours d'Audible.